en tant qu'universitaire, eh bien, on a essayé d'approfondir un petit peu les choses, et puis on a travaillé sur l'essentiel de baies, du bois, des racines, et dans laquelle on a trouvé des molécules tout à fait différentes. Ce sont des molécules, ce qu'on appelle sesquiterpéniques, qui servent en fait en parfumerie comme fixateurs. Il y a les notes de tête et puis les fixateurs. Ça, ce sont des fixateurs, mais là aussi, on ne va pas arracher les genévriers pour faire l'huile essentielle de racine, d'autant plus que le rendement est assez faible. Alors, même travail sur le lentisque. On a fait ici, on a analysé à peu près 80 échantillons répartis sur toute la Corse. De nouveau, 3 types chimiques, mais vous voyez qu'on a un groupe qui est particulièrement important. Et en plus, ces types chimiques sont répartis sur toute la Corse. Donc, ce qui fait que quand les professionnels récoltent du lentisque, eh bien, ils peuvent le récolter pratiquement partout. Ils vont toujours avoir une valeur moyenne. Et on va avoir comme ceci une production qui sera assez homogène. Et encore une fois, c'est un signe intéressant pour la commercialisation. Comment se répartit ce lentisque tout autour de la Méditerranée? Eh bien, vous voyez qu'on retrouve une très forte variabilité. Il suffit de se fier aux couleurs. Bien qu'il faut toujours prendre les résultats avec précaution. Vous voyez que ce soit en Corse, en Sardaigne, au Maroc ou en Algérie, il y a eu un échantillonnage important et donc on a effectivement une vue globale de ce qui se passe. Par contre, en Turquie ou en Égypte, eh bien, il y a eu seulement 1 ou 2 échantillons qui ont été analysés et par conséquent, on ne peut pas certifier que ces échantillons soient représentatifs de tout le lentisque qui est présent dans ces pays. Le myrte. Ah, ça, c'est une belle histoire. Alors, pourquoi? Bon, le myrte, d'abord, c'est vraiment agréable, tout le monde connaît. Hein, à défaut de connaître l'huile essentielle, on connaît la liqueur. Mais c'est un peu la même odeur. Bien sûr, parce que c'est l'odeur du myrte. Alors, vous voyez que là, il y a des points verts et des points rouges. En fait, ça correspond à 2 compositions. Et la première, les points verts, correspondent à la composition qui a été tout d'abord trouvée dans le myrte, dans laquelle on trouve donc, du pinène, du cinéole, et puis surtout cet acétate du myrténil. Et pendant longtemps, cette molécule-là, vous voyez qu'acétate de myrténil, ça dit bien que ça vient du myrte, c'était considéré comme le composé qui donnait vraiment, qui était caractéristique du myrte et qui donnait cette odeur au myrte. Et puis, il y a eu d'autres travaux, donc nous-mêmes nous y avons contribué, avec des échantillons, que ce soit prélevés soit en Corse, Sardaigne, Tunisie, et Liban, etc., et puis maintenant même en Algérie, dans lequel on retrouve un myrte qui a toujours une bonne odeur, mais il y a très très peu ou pas du tout d'acétate de myrténil. Tant et si bien qu'une année, dans un congrès, un collègue phytochimiste américain s'était demandé publiquement si c'était encore de l'huile essentielle de myrte, si on pouvait appeler encore huile essentielle de myrte une huile essentielle dans laquelle il n'y a pas d'acétate de myrténil. Or, quand on sent le myrte de Corse, eh bien, il sent bon quand même. Hein. Et même s'il n'y a pas d'acétate du myrténil. Et puis non seulement c'est encore du myrte, mais en plus il est recherché. Donc on s'est dit, il doit bien y avoir quelque chose là-dedans. Et on a repris le travail qu'on avait fait il y a 15 ans sur le myrte, on l'a repris sous un autre angle. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser les méthodes conventionnelles d'analyse, on a fait du fractionnement et l'analyse par RMN. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que dans l'échantillon sur lequel on travaillait, eh bien, il y avait, à côté des molécules habituelles, il y avait également 4 petites molécules qui étaient des esters et qui avaient aussi une odeur extrêmement agréable. Et on s'est dit, ces esters, ils doivent certainement contribuer fortement à cette odeur du myrte, d'autant plus que ce sont des molécules légères et ça fait donc partie des notes de tête, et puis c'est ce qu'on sent au tout premier abord. Donc, on avait trouvé ces 4 esters dans cet échantillon. C'est une jeune doctorante, Ophélie, qui travaille là-dessus. Et on avait trouvé ces 4 échantillons. Et puis, on s'est dit, que c'est d'accord, mais est-ce que ce n'est pas le hasard? Alors, on a analysé, je ne sais plus combien, 25 ou 30 échantillons du myrte de Corse, et on a retrouvé les 4 esters dans tous les échantillons. Et si je m'attache autant à ces esters, c'est parce qu'il y a eu, sur l'huile essentielle de myrte, il y a peut-être eu, je ne sais pas, avec 80 publications, 5 coups avec 70, 80 publications. Et sur toutes ces publications, il y en a une seule qui donne les 4 esters. Alors, au début, on s'est dit, c'est le hasard. Et puis, quand on a vu les 25 ou 30 échantillons de Corse, ce n'était plus le hasard, puisqu'il y avait le myrte partout. Mais ça pouvait être le myrte de Corse qui était particulier. Alors, parallèlement, il y avait Hamel qui travaillait sur le myrte d'Algérie,
Et là aussi, elle a analysé une trentaine d'échantillons, et tous contenaient les 4 esters. Alors, on a dit, il faut voir un peu plus clair. Alors, on a commencé à prendre du myrte de Sardaigne, et puis du Maroc, et puis d'Algérie, on l'avait fait, et puis d'Espagne, et puis on a pris, je ne sais plus trop où, enfin bon, un petit peu partout. Et on en est maintenant à 60 ou 65 échantillons, et tous les échantillons contiennent ces 4 esters, alors que pratiquement personne ne les donnait. Alors là-dessus, on peut faire plusieurs hypothèses. Soit c'est le hasard, mais avec 60 échantillons, ça ne peut pas être ça. Soit les analyses précédentes étaient pas mal faites, mais elles étaient incomplètes. Ou alors, peut-être que c'est depuis 2010 et 2011, tout le monde sait qu'il y a la crise, et peut-être que la crise aussi a une influence sur la composition de l'huile essentielle de myrte. Je ne sais pas, je vous laisse juge de la situation. En tout cas, on continue à travailler là-dessus, et on essaie d'y voir un peu plus clair. Alors, oui, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler du pain Lariche. Là aussi, vous voyez qu'on a fait un très très gros échantillonnage pour faire de l'huile essentielle d'aiguille. On a échantillonné dans toutes les forêts de Corse. Vous avez chaque fois ici, vous avez chaque fois le nom des personnes qui ont fait le travail expérimental. Donc, dans cette huile essentielle de pain Lariche, eh bien, on a les 2 tiers des échantillons qui contiennent majoritairement du pinène, donc pain pinène, vous voyez qu'il n'y a rien d'époustouflant là-dedans. Mais l'autre tiers d'échantillons contient des molécules beaucoup plus lourdes, des molécules à 15 carbone, des molécules à 20 carbone, et ce qui fait que quand on a un mélange, on obtient une huile essentielle qui a une odeur tout à fait différente du pain des Landes, par exemple, et en plus, cette huile essentielle est commercialisée à un prix qui est quand même bien plus élevé que l'huile essentielle classique de pain, qui, il faut le reconnaître, est une des moins chères. Alors, voilà, oui, toujours sur le pain, pour changer un petit peu de molécules, pour sortir un peu de ces petites molécules, on a travaillé sur les résines. Donc les résines de pain contiennent ces molécules un peu bizarres là-dedans, qui contiennent 20 atomes de carbone, et vous voyez que ces molécules, il y a des molécules acides en rouge, des molécules neutres en bleu. Donc comment est faite classiquement une analyse de résine? Bien, on commence par faire une partition acido-basique. Ensuite, on analyse les neutres par chromatographie. Les acides sont estérifiés, puis analysés à leur tour. Donc ça se fait bien, mais c'est long. Et nous, on a travaillé par RMN. Donc on prend la résine, on la met dans le tube de RMN, on enregistre le spectre, on traite le spectre, et on a tout de suite l'identification et la quantification. Alors quand je vous dis comme ça, c'est beau. Mais dites-le à Serge. Où est-ce qu'il est, Serge? Et là, Serge. Bon, il a travaillé 1 an pour mettre au point la méthode. Par contre, maintenant, elle est au point et elle fonctionne bien. Alors, toujours pour ces résines, bien, vous voyez qu'il n'y a rien qui vient, oui. Ah, voilà. Donc là aussi, on a une variabilité chimique intraspécifique au niveau des résines, mais pour être tout à fait objectif, ça nous fait plaisir, mais ça n'a pas grande importance, parce que les résines de pain, en fait, sont des produits très bon marché qui servent uniquement à acidifier les solutions basiques, pour l'instant en tout cas, mais qui sait, peut-être qu'en ayant le détail des molécules, peut-être que des pharmaciens seront intéressés pour l'exploiter un petit peu plus. On passe du pin au cèdre de l'Atlas, donc ce cèdre qui a été introduit en Corse par l'ONF il y a une 40aine d'années, mais qui pousse maintenant en forêt tout seul. Et là aussi, l'huile essentielle, cette fois-ci, non pas des aiguilles, mais du bois, donne 2 types d'huile essentielle, des échantillons dont la composition est dominée toujours par le pinène, et puis d'autres échantillons dont la composition est dominée par cette molécule qui est l'imachalol. Et vous voyez ici de nouveau qu'on a une molécule en C15 qui est certainement très intéressante au niveau olfactif et au niveau des molécules lourdes que l'on pourrait utiliser, enfin les fixateurs que l'on pourrait utiliser en parfumerie. Alors, ce travail, c'est Mathieu Paul qui l'a fait. Alors, pour les gens qui connaissent la RMN, vous voyez qu'ici, on a un spectre tout à fait classique des acides résiniques, donc pas d'intérêt majeur. Par contre, dans d'autres résines, toujours du cèdre, on a obtenu des spectres de RMN comme ceci, et vous voyez que même sans connaître la RMN, on voit bien la différence des deux. En fait, certaines des résines ne contiennent pas du tout d'acide résinique, mais elles contiennent ces molécules-là qu'on appelle des lignanes, qui sont des molécules connues, qu'on trouve dans d'autres plantes, mais en très très faible quantité, et qui sont non pas des anticancéreux, mais des précurseurs d'anticancéreux. Donc,
jusqu'à présent, ils n'étaient pas exploités parce que justement, à cause de la très faible teneur et du coût qui était nécessaire pour les isoler par rapport aux autres produits de la plante. Mais peut-être que s'ils sont présents si on peut avoir des arbres qui fournissent une résine qui ne contiennent que ces lignanes, mais peut-être qu'on peut voir les choses d'une manière différente. Je dois quand même me dire, peut-être que vous le savez, que le cèdre ne produit pas de grosses quantités de résine, et en plus, pas tous les cèdres ont ces lignanes. Mais enfin, déjà, quand vous avez une résine, même si c'est en faible quantité, qui ne contient que des lignanes, vous voyez qu'il n'y a déjà pas de séparation à faire.